Merci. Exclusivité, l'actualité. C'est maintenant avec Ebenezer Bouanga. Bonjour Kinshasa, bonjour partout ailleurs. Bienvenue à ce premier numéro du mois de septembre. Sur ce plateau, nous parlerons actualité et nous en discuterons avec Christ Mukendi. Il est secrétaire général en charge de la propagande à l'AFDCA de Bahati Lukwebo. Bonjour Christ Mukendi. Bonjour madame, je voudrais apporter un rectificatif. Je ne suis pas secrétaire général, je suis secrétaire national adjoint en charge de la propagande. Secrétaire national adjoint en charge de la propagande au sein du parti de l'AFDCA de Bahati Lukwebo. Donc c'est avec lui que nous parlerons actualité pour ce jour. Déjà, la question est sur la toile aujourd'hui. Affaire à 21 000 $ américains que toucheraient les députés nationaux, mais bizarrement, aucune réaction. Et du côté de l'opposition, pour ceux-là qui ne cessent de clamer qu'ils sont de l'opposition, mais également du côté de la majorité, ils se sentent intéressés à la question où voilà, ils se disent les silences pour mieux exprimer la raison. Non, je ne pense pas qu'il s'agit du silence. Vous savez, lorsque des gens ont un intérêt commun, il n'y a plus de divergences politiques. Lorsque opposition, majorité, société civile ont le même intérêt, surtout que ce sont des intérêts pécuniaires, il n'y a plus de divergences. Mais j'aimerais simplement dire que c'est quand même frustrant pour un pays comme le nôtre qui a plusieurs défis, des défis à caractère social, notamment la modicité des salaires des fonctionnaires, la modicité des salaires des militaires, et que nos élus, des personnes que nous avons voulu être nos représentants à l'Assemblée nationale, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des Congolais, s'octroient la part du lion de tout ce que nous avons comme ressources dans le pays. C'est quand même frustrant. Mais au-delà de cette frustration, je me pose des questions sur l'auteur de cette dénonciation qui est Martin Fayulu. Pourquoi nous faire ces révélations maintenant? Il est député national. C'est la question que moi je me pose. Parce que dans ses dires, Martin Fayulu dit que c'est depuis le mois de janvier 2022 que les députés nationaux ont commencé à percevoir le montant de 21 000 $. Mais pourquoi les révélations arrivent en ce moment, à la veille de la rentrée scolaire? Pourquoi Martin Fayulu, qui est un homme d'État, je considère qu'il est un homme d'État, je considère Martin Fayulu qui avait des prétentions pour devenir chef de l'État, je considère que c'est un homme d'État. Pourquoi il voudrait en ce moment brûler la maison? Parce qu'en ce moment, je dis, il y a une grogne sociale. Les enseignants vont grogner, les militaires vont grogner, les médecins vont grogner, les magistrats vont grogner, le peuple va grogner. Voilà pourquoi je dis pourquoi en ce moment. C'est juste pour des motivations électoralistes, populistes, où il veut carrément brûler la cabane. C'est une motivation citoyenne. Voilà, je me pose la question si elle est vraiment citoyenne. Donc, des motivations peuvent être aussi personnelles, même sauront les dire sur ces plateaux. Mais au-delà de ces révélations qui ont été faites, j'ai dit, notre Constitution consacre la justice sociale. Notre Constitution consacre la solidarité. Notre Constitution consacre la redistribution équitable des ressources du pays. Je ne peux pas comprendre que les députés nationaux, parce qu'ils sont en tout cas divisés autour de la question, certains nient les faits qu'ils perçoivent 21 000 $. Moi, je ne sais pas combien ils perçoivent, mais j'ai dit, s'ils perçoivent 21 000 $, c'est exagérément beaucoup dans les contextes qui sont les nôtres dans ces pays. Donc moi j'ai dit, il faut qu'à l'entrée de cette session parlementaire qui est une session budgétivore, pardon, une session budgétaire, que les députés nationaux puissent revoir leurs émoluments. Nous ne sommes pas contre le fait que les députés soient bien payés, mais nous sommes contre les inégalités sociales. Est-ce que les députés nationaux sont plus congolais que les militaires qui perçoivent 100 $?
est-ce que les députés nationaux sont plus congolais que nos mamans maraîchères? Sont-ils plus congolais que les militaires qui donnent leur sang pour préserver l'intégrité de notre pays, Donc moi je dis, mais au-delà de cette question, il faut aller au-delà. Il ne faut pas s'arrêter, faire seulement une fixation sur les députés. Combien gagnent les mandataires publics? Un DG. Il y a des DG qui vous touchent 80 000 $ le mois. Donc c'est un fléau qui bat son plein. C'est un problème qu'il faut résoudre. Les institutions de la RDC sont budgétivores. On a toujours dit que 70% de nos ressources budgétaires sont consommées dans les institutions et que la population ne bénéficie que de 30% à travers des projets qui sont réalisés à travers le pays. Donc moi j'ai dit, on peut revoir cette répartition de nos finances publiques pour que les institutions, par exemple, ne perçoivent que les 40% du budget et que 60% puissent servir réellement aux besoins sociaux de base. Nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de routes, nous avons des problèmes d'infrastructures scolaires, sanitaires. Comment est-ce qu'on va rencontrer tous ces besoins sociaux si toutes les ressources que nous sommes en train de mobiliser, la DGA se bat pour mobiliser les ressources, la DGI se bat pour mobiliser les ressources. Aujourd'hui, nous avons un budget, le prochain budget est estimé déjà à 14 milliards de dollars, l'actuel est à 10 milliards, mais on veut ressentir ça dans les chefs de la population. Que la population est prise en charge à travers la gratuité de l'enseignement, que la population est prise en charge à travers de nombreux projets du gouvernement, santé pour tous, c'est pas, hein, il y a tellement de projets pour lesquels les gouvernements devaient mettre des priorités. Mais j'ai dit, il faut que la question soit débattue dans sa globalité. Okay. Je ne suis pas contre Martin Fayulu, mais je me pose la question sur sa fixation seulement sur les députés. On a un chef d'État ici, un ancien président de la République, qui touche à lui seul 680 000 $ chaque mois. Je pense bien, nous devons... On a des anciens premiers ministres qui touchent à eux seuls 35 000 $ chaque mois. Donc vous comprenez que c'est un mal qui ronge depuis des années le pays. Justement, donc je dis, il y a une mauvaise répartition des ressources de notre pays. Il faut que cette répartition soit équitable et que ça profite à tous les Congolais. Parlons de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi est parvenu dans un laps de temps, en tout cas, à disposer d'une écrasante majorité en mettant en place l'Union sacrée. Nous le savons, à l'époque, il n'avait même pas une majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, après les années, parce que vous êtes de l'Union sacrée, que vaut cette coalition? Est-ce un arbre à palabres au regard des enjeux à venir ou peut-être bien un cafouillage en termes de la politique pour avoir de gens sous ses pieds une garantie pour l'avenir? Madame, au-delà d'être acteur politique, je suis un grand observateur de la société, mais aussi un analyste politique. Regardez, depuis 2001, la classe politique, je dirais la classe politique dirigeante, a toujours été composée de 80% de la classe politique. De 2001 à ce jour, l'opposition a toujours été minoritaire. Lorsque nous sommes allés au dialogue de Sun City de 2003, il y avait beaucoup de fractions. Il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait les RCD, il y avait le gouvernement, il y avait l'UDPS. Mais après, lorsque on a mis ensemble tous les belligérants à travers le Parlement des transitions et le gouvernement des transitions, vous allez observer que ceux qui ont dirigé ont pratiquement composé le 90% de la classe politique. Il n'y avait que l'UDPS qui était resté à l'opposition, à l'écart, de 2003 jusqu'à ce que nous puissions avoir les élections de 2006. Et en 2005, avant les élections, Kabila se présente comme candidat, Jean-Pierre Bemba. Nous avons encore deux blocs. Le bloc de tous ceux qui coalisent avec Kabila et le bloc MLC, qui à l'époque ne constitue pas encore l'opposition. Mais ils sont challengers de Kabila tout en étant ensemble. Jean-Pierre Bemba, quand il part aux élections, il est encore vice-président.
Kabila est président, Zaïd Ngoma est vice-président, Yerodi est vice-président. Donc ce n'est pas encore l'opposition. C'est toujours cette majorité-là, mais qui va au pouvoir en adversaire. Et de l'autre côté, nous avons UDPS qui n'a pas participé aux élections. Donc nous avons encore, en cette période-là, une classe politique qui est composée de la classe dirigeante, pratiquement de 90% de la classe politique. Nous allons aux élections, il y a des frustrations. Le MLC commence à se disloquer. Celui qui était président de l'époque, Olivier Kamitatou, quitte le MLC, il rejoint Kabila. Il crée son parti politique, il rejoint Kabila. Et l'opposition commençait à se rétrécir au profit de la majorité dirigeante. Et vous allez observer la même scène de 2006 jusqu'en 2018. Donc, si vous observez, l'opposition dans le pays a toujours été minoritaire. Et la classe dirigeante, le pouvoir, a toujours été composée de 80% ou 90% de la classe dirigeante. Mais c'est justement parce que nous avons des politiciens qui ne sont pas prêts à faire de l'opposition. Et ceux qui sont à l'opposition... Parce qu'ils se disent que... Mais regardez, ceux qui sont à l'opposition... Mais justement, c'est ça la mentalité. Et ceux qui sont à l'opposition réclament tout le temps des dialogues. Ils réclament des dialogues à tout moment pour leur permettre d'entrer dans les institutions. Donc c'est comme ça que moi j'ai dit aujourd'hui dans notre pays, moi je considère que nous n'avons pas de l'opposition. Il n'existe pas une opposition en RDC. Il existe un camp de ceux qui dirigent et un camp de ceux qui ont été mis à la porte par ceux qui dirigent. Un bloc de mécontents. Des mécontents, des frustrés, composés notamment de nos amis du FCC, qui se sont retrouvés à l'opposition, non pas de leur propre volonté, mais par la volonté de Tshisekedi qui a brisé la coalition avec le FCC. Alors, donc aujourd'hui, j'en arrive. Aujourd'hui, nos amis qui se prévalent être de l'opposition, qui sont au FCC, sont en réalité des frustrés politiques, qui sont en train de faire leur apprentissage à l'opposition d'une année, parce que l'Union sacrée a une année. Donc aujourd'hui, j'ai dit, comprenez que la classe politique est composée pratiquement de 90% de ceux qui sont au pouvoir. Donc l'Union sacrée n'a pas échappé. Le FCC n'avait pas échappé à cette mentalité de la classe politique congolaise. L'Union sacrée non plus n'a pas échappé. Vous allez voir que tous ceux qui étaient avec Kabila sont aujourd'hui avec Tshisekedi pour travailler avec Tshisekedi. Donc moi je dis, la question qui se pose là, pourquoi Tshisekedi a créé l'Union sacrée? Il a créé l'Union sacrée pour finir son premier mandat, pour travailler avec des hommes et des femmes de bonne volonté qui entrent dans sa vision. Une vision qui permet l'émergence du Congo, une vision de l'état de droit, une vision qui permet à ce que le peuple soit au centre de son action. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'avenir de l'Union sacrée est circonscrit. Parce qu'il y a de ceux qui disent l'Union sacrée a quel avenir? Moi je dis que l'Union sacrée a été créée pour finir le premier mandat du président de la République. Si le président pense que l'Union sacrée doit être réconfigurée pour le second mandat, ça peut Donc porter... vous êtes aujourd'hui fiers de la coalition? Nous sommes fiers aujourd'hui d'une année de l'Union sacrée parce qu'avant une année de l'Union sacrée... Quelles sont les avancées alors? Mais les avancées, déjà la gratuité de l'enseignement, c'est une avancée. Les avancées, c'est le social. Nous sommes ici à Lemba, vous savez qu'il y a une usine de distribution d'eau qui venait d'être lancée ici à Lemba après un régime qui nous a précédé de 18 ans qui n'avait pas laissé l'eau aux Congolais. L'eau seulement. Je ne parle pas des autoroutes, je parle de l'eau. Donc on a connu un régime qui n'a pas donné l'eau aux Congolais. Donc avec l'Union sacrée, déjà, c'est un bon début. Avec l'Union sacrée, nous avons vu les salaires de fonctionnaires de l'État être majorés, des administratifs, de tous ceux qui sont employés. Aujourd'hui, si vous allez à l'OCC, par exemple, au niveau des entreprises publiques, il y a une majoration des salaires des administratifs. Si vous allez à la DGDA, il y a une majoration de 100% des salaires. Si vous allez dans toutes les institutions, vous allez voir que ceux qui sont employés par l'État ont été, leurs salaires ont été améliorés. J'entends souvent les gens dire que le pouvoir d'achat est faible, mais une manière de pouvoir améliorer le pouvoir d'achat, c'est aussi améliorer les salaires.
Je crois que les francs congolais est en dépréciation en face du dollar. La vie, elle est chère. Les denrées sur les marchés coûtent très cher. Mais quand on parle du panier de la ménagère, c'est la femme du policier pour qui les salaires viennent d'être améliorés. La ménagère, c'est la femme de ces fonctionnaires pour qui les salaires sont améliorés. La ménagère, le panier de la ménagère, c'est la femme de celui qui travaille à la fonction publique. Donc j'ai dit, il y a des efforts qui sont engagés pour améliorer tant soit peu la vie des Congolais. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire. On ne dit pas qu'on a fait suffisamment, parce que quand on améliore les salaires de 30%, ce n'est pas suffisant. Quand on améliore de 50%, ce n'est pas suffisant pour les fonctionnaires, alors que nous avons des députés qui touchent 21 000 $. Vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il y a des inégalités sociales à corriger, et je crois qu'à travers la rentrée parlementaire ici, les députés vont parler à bâton rompu pour pouvoir résoudre cette question. Chris Mukendi, vous avez relaté en tout cas les théâtres de chez nous, si je peux l'appeler ainsi, en politique, en République démocratique du Congo. Nous avons déjà assisté à une coalition de l'opposition, vous le savez, et nous savons comment les choses se sont terminées entre elles. Aujourd'hui, avec l'Union sacrée, va-t-elle tenir ou c'est du pareil au même? La coalition Union sacrée. Nous n'allons pas assister à des scènes où il y aura certains leaders, certaines têtes qui vont se détacher au regard des enjeux électoraux qui s'annoncent déjà pour 2023. Est-ce que l'Union sacrée a-t-elle la chance en termes de la réussite? Je disais tout à l'heure ici, les raisons pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, c'était pour accompagner les chefs de l'État à finir son premier mandat. C'est ça l'objectif de l'Union sacrée. Ce n'est pas aller au-delà de 2023. Comme je dis, si l'Union sacrée envisage mais si avant une nouvelle coalition... Il y a déjà des têtes, vous avez... Mais justement, nous sommes dans une année préélectorale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un grand analyste de la scène politique, un grand observateur. Vous allez observer que à chaque année préélectorale, ça veut dire l'année qui précède les élections, il y a toujours des mutations politiques. Okay. Il y a des mutations dans les deux sens. Il y a ceux qui quittent les camps de l'opposition pour venir dans les camps du pouvoir. Et dans les camps du pouvoir, ceux qui sont frustrés quittent le pouvoir pour aller dans les camps de l'opposition. Vous allez vous rappeler que le tout récent, c'était Franck Diongo qui venait de quitter la barque de l'Union sacrée. Mais vous allez aussi constater que l'Union sacrée continue aussi à se remplir de ceux qui arrivent. Notamment des transfiges de Moïse Katumbi, notamment Moïse Nzangi qui est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui s'est désolidarisé de Moïse Katumbi pour avoir ses deux pieds dans l'Union sacrée. Donc, c'est un phénomène qui ne nous étonne pas. Nous sommes dans une année préélectorale. Ça va continuer comme ça. Et il y a un camp qui va se consolider. Il y a aussi un camp qui va se fragiliser. C'est toujours comme ça. Comme je vous ai dit, la classe politique est composée pratiquement de 80% de ceux qui dirigent. Vous êtes déjà préparé à ce genre de résultats donc? Non, moi je suis en train de faire des projections. Hein. Okay. Nous sommes en train de parler du lendemain du Congo, nous sommes en train de parler de l'avenir de l'Union sacrée. Et moi je vois cet avenir comme ça. L'Union sacrée va se consolider parce que avec les résultats que Tshisekedi est en train de produire, il est clair que Tshisekedi, la population va lui accorder un second mandat. C'est clair qu'il aura un second mandat, au vu des résultats qu'il a en train. Mais justement, donc, tous ceux qui analysent cette dynamique politique traversent déjà pour aller vers Tshisekedi. Ils se disent, bon, ok, si on n'est pas avec Tshisekedi, on n'est pas avec Tshisekedi maintenant, en 2023, 2024, on ne compte pas. Donc pour compter, pour être présent dans les institutions, si je veux avoir un siège demain au gouvernement, il faut que je sois avec Tshisekedi aujourd'hui. Ce genre de choses. Donc c'est la population qui ne cesse d'être victime. Non, non, ça ce sont des calculs politiques qui n'empêchent pas que les résultats de cette politique-là puissent bénéficier au peuple congolais. Okay. La politique, elle est faite par des partis politiques, mais c'est pour le bien de la population. Voilà. Tous ceux qui font la politique, ils ne le font pas pour eux-mêmes. C'est vrai qu'ils en sont malheureusement les plus grands bénéficiaires
lorsque nous parlons de ce qu'on constate en termes de disparités, ce qu'on constate en termes des injustices sociales, ils en sont le premier bénéficiaire. Mais l'action, par exemple, quand le chef de l'État lance l'usine d'eau ici à Lembaïmbou, ça profite aux Congolais. Lorsqu'il lance la gratuité, ça bénéficie aux Congolais. Lorsque l'électricité est rétablie dans tout le pays, ça profite aux Congolais. Donc, la finalité de toute action politique, c'est le bien-être social. Accrochage entre Teke et Yaka dans le Mai-Ndombe. Bizarrement, aucune réaction, aucune mesure prise par rapport à ces désastres alors qu'il y a de meurtres. Ça, c'est à Mai-Ndombe. Vous le savez, l'Est du pays, la partie a toujours été malade, nous le savons. Et aujourd'hui, la RDC a la quête d'un bras de soutien. Voilà la RDC qui tombe entre les mains de la Russie. Comment analysez-vous ces duels? C'est un duel prometteur, Russie-RDC, surtout en termes de sécurité. Est-ce aujourd'hui, avec ces duels, la RDC se reposera de ces tueries et massacres de l'autre côté, à l'est du pays? En ce qui concerne les massacres entre Yaka et Teke, vous avez dit qu'il n'y a aucune mesure. Non, c'est faux. Le gouvernement a délégué une équipe, une délégation des membres du gouvernement pour pouvoir apporter des solutions aux conflits qui opposent les Yaka et les Teke dans notre pays. Vous allez vous rappeler que nous avons... Mais entre-temps, ils seront sur... Moi, je parle de mesures en termes pratiques. Avant de vouloir envoyer la délégation, il fallait au moins mettre certaines mesures d'urgence pour protéger la... Parce que lorsque vous continuez avec les négociations, la population de l'autre côté est en train de perdre de familles, des enfants et consorts. Et donc, il y aura en tout cas les résultats néfastes quant à ce sujet. En lieu et place de continuer avec les négociations, mais déjà réfléchir sur un petit rien qui sera un peu un ouf de soulagement avant le grande mesure quand même. Non, je crois que le gouvernement est responsable et elle a pris des mesures idoines. Vous savez, dans notre pays, on a vécu beaucoup de conflits communautaires, intercommunautaires. Vous allez vous rappeler encore des Agnelés à l'Équateur. Vous allez vous rappeler encore des massacres entre des populations de l'Est qui sont dans une guerre des terres. Et c'est effectivement ce qui se passe avec nos frères Yaka et Teke qui pensent que la terre leur appartient et que les Yaka devraient leur payer une redevance. Et les Yaka ont dit on ne paie pas la redevance, nous sommes chez nous au Congo, on ne peut pas payer des redevances. Et le conflit est parti de là. Un conflit qui n'a pas été bien géré par l'administrateur du territoire qui a été sanctionné. Oui. Donc j'ai dit aujourd'hui que le gouvernement a pris en charge ce qui se passe et des solutions sont en voie d'être trouvées. Mais le partenariat entre la Russie et la RDC, c'est un partenariat qui permet à ce que la paix revienne dans le pays. Nous sommes dans toutes les organisations internationales avec l'ONU, dans les organisations africaines avec tous les autres pays africains, mais le Congo reste un pays souverain. Au-delà de notre appartenance à toutes ces organisations, on peut conclure des accords avec qui on veut pour le bien de la population. Si nous pensons que la Russie peut être un allié pour nous afin de nous aider à faire taire l'insécurité à l'Est de la République, c'est une décision que le gouvernement a prise. Et on ne peut pas interdire au gouvernement d'agir selon les dispositions. Il n'y aura pas de frustration demain? Parce que vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui, l'Ukraine, Russie et OTAN et autres organisations et la RDC qui, vraiment, elle choisit plus la Russie. Donc, il n'y aura pas de frustration en termes... C'est la fin qui justifie les moyens. Qu'est-ce que nous, on poursuit aujourd'hui? Nous poursuivons la paix. Et tout ce qu'on peut faire... Mobutu disait, s'il faut signer un pacte avec les diables pour que la paix revienne au Congo, il le fera. Mobutu l'a dit. Donc je crois que tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir ramener la paix en RDC, ce sont des moyens qui s'offrent à nous, il faut les utiliser. Ce sont des moyens qui s'offrent à nous, il faut les utiliser. Nous sommes obligés d'arrêter ici, nous avons épuisé nos minutes par rapport à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions sur ce plateau avec Christ Mukendi. Il est secrétaire national en charge de la propagande à l'AFDC à Débat Lukwebo.
Merci Chris Mukendi pour avoir C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager. Prenez déjà rendez-vous pour le prochain numéro. Que Dieu bénisse la RDC et toutes les nations sur terre. Bye.